Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Prologue. 3 heures du matin, heure centrale de Zilaria. Lachaud ouvrit lentement les yeux, tiré du sommeil par les légères impulsions électriques que sa couche envoyait à son cerveau. La lumière augmenta peu à peu dans la cabine, et lorsqu'elle atteignit son maximum, il se força à s'asseoir sur le bord de son lit. Encore une autre journée à travailler dans la mine de Xylirdium. Sur l'astéroïde Epsilon 130, le planning ne variait jamais. Réveil à 3 heures du matin, petit déjeuner copieux, 4 heures d'excavation pour récupérer de précieux minerais aux commandes de l'extracteur 5600, un engin de la taille d'une maison de 3 étages, une pause bienvenue de 30 minutes pour déjeuner, et enfin 3 nouvelles heures de forage intensif. Le reste du temps, Lachaud le passait au bar de la plateforme à se détendre avec ses collègues et amis, et au moins une fois par jour, il appelait sa femme et son fils demeurés dans le foyer familial sur Zilaria. Cela faisait plus de 3 mois qu'il ne les avait pas vus, ils lui manquaient. Il attendait avec impatience la fin de son contrat où il pourrait enfin rentrer chez lui, et profiter avec son entourage de cet argent si péniblement gagné. Il imaginait déjà les balades en forêt qu'il ferait avec eux, et les pique-niques sur l'herbe sous le soleil bienveillant de Zilaria. Ah, la douce chaleur de l'astre de sa planète natale. Encore quelque chose qui lui manquait, lui qui était enfermé sur cet astéroïde sous une constante lumière artificielle. Il se leva, et enfila sa combinaison de travail pressurisée, avant de quitter sa cabine personnelle pour rejoindre la cantine. Heureusement, ce travail payait bien. Malgré tout, il se demandait parfois s'il n'aurait pas dû accepter la proposition de son oncle, et entrer dans la caste des marchands. Il ne semblait pas trop tard pour changer d'avis, mais il se sentait peu à l'aise dans le domaine des relations humaines, et être commerçant, c'était avant tout négocier. Il paraissait loin de posséder toutes les qualités requises pour embrasser une telle carrière. Tant pis, il avait choisi le métier de mineur, et pour le moment, il tenait le coup. Arrivé à la cantine, il découvrit une atmosphère plus agitée qu'à l'accoutumée. Tout le monde parlait avec excitation, générant ainsi un brouhaha hautement désagréable. Le réfectoire, très spartiate, était rempli de nombreuses tables rectangulaires bien rangées et munies de bancs, ce qui permettait au personnel de prendre leur repas par groupe de 10. D'habitude les gens étaient assis et mangeaient dans une sorte de silence apathique. Cette fois-ci, les choses paraissaient bien différentes. Au lieu d'être installés, la plupart des mineurs discutaient entre eux debout, s'interpellant les uns les autres dans une espèce d'excitation que la station n'avait jamais dû connaître. Juste derrière lui, Lachaud s'entendit quelqu'un crier au milieu du brouhaha. « Et Lachaud, t'es au courant ?» Lachaud se retourna et nota la présence de Killand, un membre de son équipe de travail. Il l'avait repéré parmi la foule et s'était frayé un chemin vers lui, un sourire radieux sur le visage. D'habitude, Killand, un homme grand et costaud, semblait du genre bourru et soupe au lait, peu enclin à rire ou s'amuser. En y réfléchissant bien, Lachaud se dit même qu'il devait s'agir de la toute première fois qu'il apercevait son collègue aussi rayonnant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lachaud. « Un truc extraordinaire !» s'exclama Killand jovial. « Les navigateurs de la plateforme ont repéré un objet non loin de la ceinture d'astéroïdes. » « Et alors ?» répliqua Lachaud qui ne voyait là-dedans rien de bien incroyable. « Il paraît qu'il a une allure bizarre, et en plus il a une trajectoire, pas trop naturelle. Donc, les gars en ont conclu que l'engin est piloté. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'agit pas d'un vaisseau zilarien. Tu te rends compte ? Fabuleux. Une autre race intelligente. » Vu l'événement, le grand patron a donné l'autorisation au navigateur de diffuser ces informations sur le canal intérieur. Il paraît que l'objet ressemble à une espèce de coquillage bizarre. Nos gars ont lancé des appels sur plusieurs fréquences, mais pour le moment, on n'a pas de réponse. Alors qu'il terminait son explication, une nouvelle voix s'éleva non loin d'eux. « Killand, Lachaud, venez au bar. Ils diffusent les images de l'engin. » Il s'agissait de Jorlin, un autre membre de leur équipe qui les interpellait et leur faisait signe de le suivre. « Super, on y va !» renchérit Killand dont le sourire semblait maintenant ne plus vouloir quitter son visage. Ils ne furent pas les seuls à se diriger dans la même direction, car des centaines de mineurs empruntaient le couloir qui faisait la jonction entre les deux salles.
Le bar consistait en une énorme pièce ronde plongée dans une semi-pénombre volontaire, et uniquement éclairée par quelques points lumineux colorés, afin de donner à l'endroit un aspect feutré et reposant. Au centre, un holo géant diffusait d'ordinaire des informations ou du sport, mais en ce moment sa projection semblait bien inhabituelle. Des petites tables ovales, à 4 sièges maximum, se trouvaient disséminées de toutes parts autour de l'écran, tandis qu'un comptoir faisait le tour complet du local, proposant des centaines de boissons différentes, alcoolisées ou non. Lorsque Lachaud et ses compagnons entrèrent, une foule déjà dense se pressait autour de l'holo. La salle n'avait pas été prévue pour contenir autant de monde en même temps, et certains mineurs n'avaient pas eu d'autre choix que de grimper sur les meubles, tandis que d'autres, poussés par les nouveaux arrivants, tentaient juste d'éviter de tomber sur le projecteur central, ce qui en aurait coupé sa diffusion. Tous les regards étaient dirigés vers l'hologramme, où l'on pouvait voir l'étrange vaisseau évoluer non loin des premiers astéroïdes qui bordaient le champ. Il devait faire 300 mètres de long et environ 200 de large. Sa surface paraissait irrégulière, et Lachaud trouvait qu'il ressemblait en fait à un grand coquillage, comme s'il avait été fabriqué par un gigantesque animal marin. Même sa couleur ne semblait pas uniforme, elle allait du brun profond au rosé, avec de ci de là quelques petites taches bleu pâle. « Ça alors » murmura Killand fasciné. « C'est encore plus bizarre que ce que j'avais imaginé. » « Nous continuons d'envoyer des appels », signala la voix d'un des navigateurs dans le haut-parleur. Malgré l'ampleur de l'événement, l'homme conservait un ton neutre comme s'il se contentait d'annoncer le menu qui serait servi au déjeuner. Nous avons repéré l'engin il y a 1 heure. Malgré nos transmissions, nous n'avons reçu aucune réponse de l'appareil étranger, poursuivit-il de façon si monotone que la situation en devenait presque irréelle. Tandis que certains mineurs commentaient à voix haute les formes improbables de l'objet, ce dernier effectua une brusque embardée et changea de trajectoire, se dirigeant vers le champ d'astéroïdes à faible vitesse et tournant légèrement sur lui-même. Un brouhaha étonné monta de la salle. « Alors, c'est exact » murmura Killand. « Il est piloté. Tu te rends compte ? Une autre race intelligente pouvant construire des vaisseaux spatiaux. Il s'agit d'un moment historique. Nous avons enfin la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. » « Oui, » répondit Lachaud. « Quand les gens vont savoir ça, ça va être énorme. » « Tu m'étonnes. Notre civilisation ne sera plus la même après ça. Je me demande à quoi il ressemble, ajouta-t-il pensif. Pendant de très longues minutes, l'engin continua de progresser lentement à travers le champ d'astéroïdes, s'interrompant parfois et tournant sur lui-même comme s'il essayait de déterminer d'où provenaient les appels qu'il devait capter. Son avancée l'amena peu à peu vers le planétoïde minier, puis il s'arrêta complètement. Quelques secondes s'écoulèrent, durant lesquelles les mineurs firent silence. « Nous recevons une réponse », fit le haut-parleur, et cette fois, la voix trahissait une certaine excitation. « Nous venons d'établir le premier contact avec une civilisation non ilarienne. » Des cris de joie explosèrent dans tout le bar, et presque tout le monde applaudit la nouvelle avec enthousiasme. « Nous sommes entrés en contact avec une autre race », hurla Killand pour couvrir le brouhaha. Alors que le calme revenait peu à peu, le navigateur reprit. « Nous ne comprenons pas les appels que nous recevons. Nous allons transmettre ces données à la caste des savants, et poursuivre l'envoi des signaux pour tenter d'élaborer une base de communication. » Le silence retomba, tandis que l'écran holo continuait de montrer les images de l'étrange vaisseau extrasilarien. Quelques secondes plus tard, la voix du navigateur se fit de nouveau entendre. Annonce générale. Pour fêter l'événement, le grand patron paye une tournée à tout le monde. De nouveaux cris de joie retentirent, et tandis que les mineurs essayaient de se rapprocher péniblement du bar pour réclamer la boisson qui leur était due, Lachaud résista au mouvement global pour rester encore quelques instants debout devant l'hologramme géant, à admirer l'objet insolite. Le sourire aux lèvres, il se voyait déjà raconter à sa famille ces minutes qui allaient marquer l'histoire de leur civilisation à tout jamais. Son fils allait être si fier de lui. Il l'imaginait dès à présent en compagnie de ses copains, expliquer avec moult détails, dont certains totalement inventés, comment son père présent sur place avait été l'un des premiers à observer le vaisseau étranger. Oui, il allait pouvoir se vanter de posséder un papa si extraordinaire. Alors qu'il abandonnait son poste à son tour, tentant de se frayer un chemin vers sa boisson promise, du coin de l'œil, il nota des raies de lumière se former sur l'écran holo.
Quelques millisecondes plus tard, le planétoïde se mettait à vibrer de façon préoccupante. Alerte, hurla le haut-parleur. Le vaisseau nous attaque. Regagnez vos cabines immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Un vent d'incompréhension souffla dans le bar, et pendant quelques instants, aucun mineur ne bougea. Une seconde salve, et un autre tremblement inquiétant les firent réaliser la situation. Ils sortirent alors en se bousculant pour rejoindre leur habitacle personnel, suivant les consignes de sécurité qu'ils répétaient chaque mois. Lachaud regardait l'hologramme sans véritablement saisir ce qu'il se déroulait. Mais pourquoi nous attaque-t-il ? Nous n'avons même pas d'armes. Nous ne sommes qu'une simple exploitation minière. Au dehors, le vaisseau continuait ses tirs en rafale, créant des cratères sur l'astéroïde et en arrachant parfois quelques morceaux. Moins d'une heure plus tard, Epsilon 130 n'existait plus.